L'objectif de ce cerveau, c'est la survie, dans tous les cas, et pas forcément l'épanouissement. Donc, quelque part, le cerveau préfère un malheur plutôt qu'un bonheur inconnu, quoi. Et on ne peut pas faire riche si on est encore pauvre à l'intérieur. Pour transformer vraiment sa vie, il faut arrêter de changer ce qu'on fait pour commencer à changer qui on est. Ton cerveau, il ne croit pas ce que tu dis, ton cerveau, il croit ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'on le reprogramme. Le contrôle, il fait fuir le résultat. Parce que le contrôle, c'est l'énergie du manque. C'est toujours une forme de besoin désespéré. Un point fermé ne peut rien recevoir. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Sanson. François est coach d'affaires, conférencier et formateur et depuis de nombreuses années, il accompagne des dirigeants, des entrepreneurs et des porteurs de projets dans leur transformation personnelle et professionnelle avec une approche très concrète, clarifier la vision, sécuriser l'organisation et surtout aligner l'identité avec l'action pour obtenir des résultats durables. Installé à Lausanne, il est le fondateur de Business Talent et il est connu pour son style à la fois direct et bienveillant. Il pose les bonnes questions, celles qui font passer un cap. François est l'auteur de plusieurs livres, dont, entre autres, 2 ouvrages qui pourraient parler à ma communauté, Coaching vers l'excellence et l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, on va parler de son nouveau livre, Reprogramme ton cerveau pour réussir. C'est un livre qui remet les choses à l'endroit. Ici, on ne parle pas de magie. Ici, on ne parle pas de recettes miracles, mais de mécanismes, encore une fois, très concrets. Comment notre cerveau filtre la réalité, comment nos croyances créent nos comportements et comment reprogrammer son identité pour enfin sortir des boucles qui nous retiennent. Et pour finir, je suis très heureuse de le recevoir, d'autant plus que François m'a fait l'honneur de me solliciter pour écrire la préface de ce livre. C'est donc un échange à la fois professionnel et très personnel, parce que non seulement on se connaît depuis de nombreuses années, mais aussi parce que je partage tout à fait à cœur sa démarche. François, bonjour. Bonjour Mathilde, merci de me recevoir. Avec joie. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. François, si quelqu'un se dit « j'ai déjà tout essayé, mais absolument rien ne change », est-ce que le problème vient de lui? C'est effectivement non. Alors oui et non. J'ai envie de dire, dans un premier temps, c'est d'abord une erreur système. L'idée, c'est qu'on essaye de faire tourner une nouvelle app. Imaginez, voilà, que vous voulez faire tourner ChatGPT, hein, qui est bien connu aujourd'hui, sur un Windows 95. Bon, bah là, vous imaginez bien, pour ceux qui ont connu cette période-là, que ça va pas marcher. Eh ben, c'est un peu la même chose. Si on fait tourner toute tentative de pensée positive sur un cerveau qui lui-même n'a pas été reprogrammé avec un bon système d'exploitation, eh ben, effectivement, il n'y a rien qui va marcher. On le dit un peu comme ça, sous une forme d'analogie. Vous ne repeignez pas les façades d'un bâtiment dont les fondations sont en train de se fissurer, quoi. Donc, en réalité, le problème, ce n'est pas du tout le manque de volonté des personnes qui cherchent à réussir. C'est d'abord une perception du bon mode d'emploi de son cerveau, et c'est évidemment ce à quoi le livre tente de répondre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont pourtant du coup extrêmement motivées, mais qui malgré tout ce qu'elles mettent en place, tous leurs efforts, restent quand même bloquées? Essayez d'imaginer effectivement que le cerveau déteste l'inconnu. Voilà. Et cette détestation entraîne ce qu'on appelle en psychologie l'homéostasie. L'homéostasie psychologique d'ailleurs, c'est le vrai nom. Et en réalité, le job de notre cerveau, c'est de toute façon de nous préserver de toute forme de danger. Et donc, en particulier, tout ce qui est cerveau rectilien et limbique. Et en réalité, l'objectif de ce cerveau, c'est la survie, dans tous les cas, et pas forcément l'épanouissement. Donc, quelque part, le cerveau préfère un malheur plutôt qu'un bonheur inconnu, quoi. Donc, tu es en train de nous dire que le problème, ce n'est pas ce que les personnes font, mais c'est ce qu'elles pensent être, c'est ce qu'elles croient. C'est vrai, et c'est une observation que j'ai pu faire depuis de nombreuses années, puisque en réalité, c'est les récidivistes du développement personnel. Et le bouquin commence par ça, par cette histoire de Claire, Claire qui est une femme, évidemment, une jeune femme très, très volontaire, qui a tout à fait envie de réussir, qui a tout à fait envie de changer, mais qui, par son comportement et son histoire, vibre complètement le manque. Voilà. Et on ne peut pas
père riche si on est encore pauvre à l'intérieur, en fait. Hein. C'est un peu ça l'idée. Je crois que pour transformer vraiment sa vie, il faut arrêter de changer ce qu'on fait pour commencer à changer qui on est. Et c'est bien évidemment le cœur de ce livre. C'est quoi, à ton sens, c'est quoi exactement l'identité? Pourquoi est-ce que c'est aussi déterminant? Parce qu'en fait, l'identité, c'est le fameux code source dont je parlais tout à l'heure, le système d'exploitation de son cerveau. En réalité, on croit ce qui est vrai, mais la vérité du code source de l'identité, c'est ce qui est vrai sur toi, c'est ce que tu es réellement quand personne ne regarde. Voilà. Et il y a donc une espèce de filtre de réalité parce que le cerveau, lui, il doit rester cohérent avec cette image fondamentale qu'on a de soi-même. Et donc, en fait, on ne croit pas ce que l'on voit, d'accord, mais on voit plutôt ce que l'on croit. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas toujours. Comment est-ce que tu expliques que ce soit aussi difficile de changer sans, en fait, en compte, changer l'image de soi? On a plusieurs exemples. Je vais en prendre un tout simple parce que ça concerne plein de gens qui ont 1000 fois tenté d'arrêter de fumer. Voilà, ça c'est le syndrome du fumeur qui veut s'arrêter. Celui qui considère encore dans son image qu'il est un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer, eh bien, a beaucoup plus de risque de rechute que celui qui a décidé qu'il était non-fumeur. Et ça, voilà, c'est une façon simple, c'est une image effectivement un peu caricaturale, mais c'est une façon simple de comprendre que un non-fumeur, quelqu'un qui a décidé qu'il était non-fumeur, aura beaucoup plus de facilité effectivement à arrêter de fumer. Il est déjà dans la projection d'un futur positif. C'est ça qui entraîne d'ailleurs l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, et on en parle beaucoup dans le livre, c'est pas du tout le principe d'être quelque chose qui serait négatif. C'est au contraire une forme fonctionnelle du cerveau qui nous permet d'être finalement ce que l'on est. C'est une sécurité. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure à propos de l'homéostasie. C'est quoi l'homéostasie? C'est ce qu'on appelle communément la zone de confort. Tant qu'on reste dans sa zone de confort, le cerveau est très heureux. Et d'ailleurs, le cerveau humain préfère avoir raison plutôt que d'être heureux. Donc, en réalité, c'est toujours la même chose. Si on ne reprogramme pas, on ne pourra jamais devenir heureux, en fait. Est-ce qu'on peut manifester au-delà de son identité inconsciente? C'est une très bonne question. Effectivement, non, c'est aussi le cœur du sujet. Je pense que temporairement, oui. On peut être dans l'effort, un peu dans la violence contre soi-même, et effectivement, par coup de chance, on peut se retrouver à manifester au-delà de son identité inconsciente. Mais en réalité, durablement, c'est pas possible. On va toucher un plafond de verre, et c'est vraiment l'idée que si l'identité est trop petite, le succès va déborder et on va le perdre. Voilà, c'est un peu l'histoire des gagnants du loto. Je pense que tu connais peut-être cette histoire, mais il a été prouvé, et c'est d'ailleurs pour ça que la Loterie nationale a mis en place un certain nombre de garde-fous qui permettent aux gens qui ont gagné des fortunes de ne pas la dilapider en quelques mois. Et on sait très bien qu'un gagnant du loto non cadré peut se retrouver à se ruiner s'il a plutôt l'identité de quelqu'un qui de toute façon galère, là où un chef d'entreprise, par exemple, qui est beaucoup plus habitué au succès, va se retrouver dans une situation où même malgré une faillite retentissante, va avoir le mental et le mindset qui va lui permettre de rebondir et de recréer tout ou partie de sa fortune. Voilà. Donc, cette histoire-là, oui, effectivement, on ne peut pas manifester durablement au-delà de son identité inconsciente. Tu parles de scénario fantôme. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et surtout comment ça se met en place, comment il se met en place? Ça s'est mis en place bien avant qu'on en ait conscience réellement, puisque en réalité, ça part de l'éducation, ça part de son encadrement de départ, de sa vie, de tous les messages dits contraignants qu'on a reçus. Et j'allais dire, c'est là qu'on peut retrouver des parallèles avec l'analyse transactionnelle, mais on verra tout à l'heure que là où certains ont écrit, et vous connaissez peut-être cet ouvrage, Tout se joue avant 7 ans, eh bien, heureusement, maintenant, on a des perspectives beaucoup plus optimistes. On n'est pas câblé à 7 ans pour réussir ou échouer, heureusement. Donc, en réalité, eh bien, cette programmation qu'on a eue dès l'enfance, ces phrases répétées, ces échecs qui ont été mal interprétés, qui n'ont jamais permis de rebondir, effectivement, ça crée des autoroutes neuronales au départ, qui sont en fait des habitudes de pensée qui sont devenues automatiques et inconscientes ou subconscientes. Et en réalité, on est tous un jardin en friche, en fait. Et si les mauvaises
les mauvaises herbes ont pris toute la place parce que on n'a jamais surveillé le jardin, effectivement, au bout d'un moment, toutes les bonnes plantes elles étouffent naturellement. Réussite naturelle ou bien forcée en permanence? Tant qu'on force, on va se retrouver limité au plafond de verre, ça c'est sûr. La réussite, elle doit être naturelle. Quelqu'un qui a véritablement, moi j'ai vécu ça avec deux entrepreneurs, bien sûr, dont les noms sont masqués dans le livre, mais on avait deux types d'entrepreneurs classiques. C'est celui qui, de toute façon, voit les opportunités, est câblé pour ça, se sent parfaitement en réponse avec son environnement et est tout à fait capable de saisir ces opportunités, de construire par rapport à l'identité qu'il a faite. Et on reviendra tout à l'heure sur quelques outils qui sont effectivement très utiles, là où d'autres se disent de toute façon, mon environnement est pas bon, le marché est en train de se planter, l'économie est désastreuse, l'Europe s'effondre, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, où là, si on se fait nourrir par ces messages de peur, eh ben, on peut se retrouver là aussi à se programmer. Et là, on n'est plus à 7 ans, on est bien à 35 ou à 40 ans en train de se retrouver à se vautrer, quoi. Et donc, on en reparlera, mais il y a le système d'activation réticulaire qui nous permet de filtrer et d'avoir une espèce de GPS interne qui dit que effectivement, si tu crois que c'est dur, tu vas voir que les murs, quoi. C'est aussi simple que ça. La fluidité, ça vient de l'alignement et pas de la magie, voilà. Justement, je rebondis sur ça. La manifestation, pour le coup, n'est pas magique, mais bien neurologique. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ce qui change concrètement, c'est en fait ce concept que l'on appelle l'empowerment en anglais, qui est l'empouvoirment, si on devait le dire à la québécoise. C'est le principe que c'est nous qui avons les manettes et que c'est pas l'univers qui va décider pour nous. C'est notre façon dont on s'est câblé en réalité. C'est pour ça qu'on touche à la neuroplasticité dans cet ouvrage, puisque c'est vraiment des études qui ont été aujourd'hui validées par la science de manière extrêmement pointue et qui continuent de se développer, d'ailleurs. La neuroplasticité, c'est un bricolage synaptique. Voilà, on est capable de le prévoir et de le reproduire. Et ça, c'est pas de l'espoir, c'est de la mécanique cérébrale. C'est vraiment comment on touche à son moteur interne. Voilà, et c'est nous. C'est pas l'environnement, ni l'univers, ni je ne sais quelle entité créatrice qui va décider pour nous. On est maître de son destin. J'aimerais qu'on casse aussi un petit mythe, le mythe de la pensée positive qui découle d'ailleurs souvent sur la positivité toxique. Mais pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi la pratique seule de la pensée positive, in fine, échoue? La pensée positive, c'est pas forcément mauvais, ça démarre plutôt bien. C'était les bonnes intentions. Quand on parlait de ça il y a à peu près 30-40 ans déjà, on parlait beaucoup de pensée positive avant de basculer dans ce qu'on appelle maintenant la psychologie positive. Le principe, c'est que la pensée, c'est le langage du cerveau. Ok, ça, on est d'accord. Mais en réalité, on n'est pas qu'un cerveau non plus. On a un cœur qui génère un certain nombre d'émotions. On en parle beaucoup dans le livre sur la partie, la dimension neuronale du cœur qu'on a découverte beaucoup plus récemment, et les liaisons, notamment par le nerf vague, on en parle aussi de plus en plus, entre le cœur et le cerveau. Et les émotions vont construire aussi de la pensée, et la pensée positive doit être absolument liée à ces émotions, parce que c'est l'ensemble, et on le sait très bien, notamment en programmation neurolinguistique, que la pensée, l'émotion et le comportement sont intimement liés. Et on verra d'ailleurs aussi que, on en parlera sûrement, mais l'action est effectivement la troisième grande dimension du basculement de cette reprogrammation du cerveau. Donc aujourd'hui, la pensée positive, elle est fondée souvent sur des croyances négatives. En fait, c'est un peu comme un cataplasme sur une jambe de bois, comme un maquillage sur une cicatrice. En fait, c'est un cache-misère, quoi. Donc, ça ne peut pas suffire, évidemment. Mais c'est important. Oui, c'est important, mais c'est exactement le mode de création d'une croyance. Une croyance, c'est quoi? C'est une pensée liée à une émotion qui se répète. Ça nous crée des croyances et ça crée exactement ce qu'on manifeste dans notre réalité. Nous manifestons nos croyances. Du coup, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, la neuroscience nous apporte une vision tout autre et nous apprend beaucoup de choses sur ce système-là que, clairement, le développement personnel jusqu'à présent ignorait. C'est vrai. Et on retrouve ça à travers les outils dont je commençais à parler tout à l'heure. Ce fameux système d'activation réticulaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce que c'est que ce système d'activation réticulaire
qu'on simplifie en utilisant le mot SAR, voilà, SAR, c'est assez connu des professionnels du secteur. Bah, le SAR, c'est le Google de son cerveau, en fait. Voilà. C'est le moteur de recherche qu'on a finalement implémenté dans son cerveau. Et ce SAR, il a une particularité, c'est qu'il va supprimer 99% de tout ce qui nous entoure, la réalité, pour ne garder que ce qui confirme nos croyances. Voilà. Et c'est parce que on est habité, entre autres, par des croyances limitantes, et que malheureusement le SAR nous enferme dans ces croyances limitantes. Et on a pas mal d'exemples, on en reparlera tout à l'heure, mais si tu ne reprogrammes pas ton moteur de recherche, bah, tu restes aveugle à toutes les opportunités qui peuvent passer sous le nez. Et c'est dommage, parce qu'on en rate. Donc, il faut évidemment maximiser ces croyances facilitantes et puis diminuer au maximum ces croyances limitantes. Ça fait aussi partie de la reprogrammation. Le rôle du cerveau dans tout ça, dans la construction de la réalité. Bah justement, c'est comme il y a ce fameux filtrage de SAR, donc, dans le bouquin, on parle des Tesla rouges. Alors, c'est pas que je sois obsédé personnellement par les Tesla rouges, mais ça peut être aussi, toi qui as été déjà maman et voilà, plusieurs fois, et que tu es toujours maman d'ailleurs, Oui, mais merci. une femme est enceinte, et tu as dû le remarquer en son temps, elle voit des femmes enceintes partout. Hein, en fait, c'est ça le SAR en réalité. Et donc, le rôle du cerveau lui-même, eh bien, c'est de nous filtrer par rapport à nos centres d'intérêt du moment. Il faut dépolluer en réalité. Hein. Vous savez que les enfants jusqu'à 6-7 ans, en fait, n'ont pas encore construit de schéma de réseau synaptique suffisant. Et vous savez que si on avait le cerveau d'un enfant de 5 ans quand on en a 40, mais on serait complètement submergé par notre réalité, et on serait incapable de prendre des décisions. On retrouve ça dans certains spectres autistiques d'ailleurs. Et en réalité, bah, le SAR, il sert à ça. Mais comment on le programme? C'est tout ça le sujet. C'est comment on va piloter son système d'activation réticulaire. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que le SAR entraîne le biais de confirmation. Parce que comme le cerveau a besoin d'être sûr d'être dans son système de pensée à lui, par rapport à notre processus limbique, etc., eh bien, le SAR va lui-même être le parent du biais de confirmation qui nous habite très régulièrement et où finalement on se rassure parce que, comme je le disais tout à l'heure, le cerveau adore avoir raison en fait. Voilà. Et ce biais de confirmation, il est là pour nous entraîner et nous faire nous poser sur ce constat. Il est évident qu'il faut reprogrammer véritablement au cœur de l'identité, justement. Est-ce que comprendre intellectuellement, ça suffit dans ces cas-là? Mentalement être conscient. C'est la différence entre savoir et incarner, en fait. Je vais prendre encore une analogie un peu amusante pour les sportifs, mais lire sur les tablettes, lire sur les abdos, pardon, ça fait pas les tablettes de chocolat, hein, d'accord? C'est pas parce que on va visualiser simplement ça qu'en réalité, on va devenir un sportif accompli. On aura créé son identité de sportif. Et donc, finalement, comprendre intellectuellement, eh bien, c'est rester dans le domaine de la pensée, comme on le disait tout à l'heure, et on n'est pas encore ni dans l'émotion et encore moins dans l'action. Et c'est pour ça que on va comprendre que l'action est certainement l'élément le plus déterminant de la reprogrammation. Est-ce que tu peux nous donner le point de bascule entre une vie subie et une vie choisie? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La vie subie, c'est la vie qui peut être subie par les gens qui pensent qu'ils sont soumis à un destin qui leur est presque fatal. Et là où une vie choisie, c'est la façon de reprendre en main les manettes plutôt de pilotage de son corps. Je vais la refaire celle-là. Entre une vie subie et une vie choisie. Alors oui, la vie subie, c'est effectivement celle dont on parlait tout à l'heure. C'est celle où on se retrouve dans une situation où on imagine qu'on n'est pas maître de son destin. Voilà. La vie choisie, ça peut paraître une évidence, mais c'est une vie où on va reprendre les manettes et le contrôle de sa vie. Et en réalité, ça passe par une équation assez simple. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire pour être, pour avoir, pardon, et finalement être. Voilà.
je fais une formation en ceci pour être quelque chose voilà, qui me permet enfin de gagner de l'argent et d'être heureux. Voilà. Et ça, c'est pas du tout le bon scénario. En réalité, si on veut véritablement s'inscrire dans la vie choisie, il faut d'abord décider d'être. Voilà. Et parce qu'on a décidé d'être, on bascule dans l'action en faisant. Voilà. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs pourquoi, si tu m'amènes à en parler, mais ça serait important qu'on en parle, comment finalement les actions vont être un certain nombre de votes par rapport à l'identité qu'on veut se créer. Et donc, on finit par avoir, voilà, c'est l'être qui décide de ce qu'on fait pour finalement avoir. Et ça, c'est le bon fonctionnement des choses pour que le cerveau puisse durablement être dans le succès et la réussite. Et donc, c'est en ça que incarner une identité maintenant, c'est plus important que d'attendre un résultat. Donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que l'action, c'est une preuve identitaire. L'action, c'est la façon, alors James Clear le dit très bien dans Atomic Habits, qui est donc en français « Un rien peut tout changer ». James Clear le dit, et d'ailleurs le livre commence par ça, chaque action que vous prenez pour votre nouvelle identité, c'est un vote qui vous amène à la réussite. Et chaque petite action va être un premier faisceau qui va vous construire vers les habitudes que vous allez prendre. Et ces habitudes, donc les Atomic Habits, c'est vraiment la notion de dire que la répétition de petites actions positives va nous entraîner vers un changement identitaire qui sera durable. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase qui nous revient souvent, je le ferai quand je serai prêt, quand ce sera parfait, quand j'aurai… C'est quoi ce piège d'attendre, de se sentir prêt ou d'attendre toujours quelque chose? Parce que être prêt, c'est confortable. Voilà, on se sent prêt, on est content, on est bien, ben on est dans le confort et on reste dans notre zone de confort. Et on sait bien qu'une démarche de transformation, elle est inconfortable. On a d'ailleurs dans le bouquin un exemple de David Goggins qui était un garçon alors, qui en a fait un livre aussi très intéressant, qui était une loque, véritablement une loque humaine, il pesait 150 kilos. Et en réalité, David Goggins, il voit un jour un reportage sur les Navy Seals et il se dit, mais en fait, c'est ça que je veux être moi. Mais bon, on ne peut pas transformer un mec de 150 kilos qui passe sa vie à manger des pop-corn devant Netflix en un Navy Seal. Donc les Navy Seals, c'est les plus haut de gamme dans les GI américains qui sont, voilà, et ils sont plutôt, eux, dans une expression d'eux-mêmes qui est un peu différente, hein, voilà. Et lui a décidé finalement qu'un jour il pourrait être Navy Seal. Et c'est assez rigolo de voir tout le chemin qu'il a entrepris. Et il l'a écrit, il l'a raconté dans son autobiographie, qui montre que effectivement, bah, c'est pas juste en se sentant prêt. Il va falloir passer à l'action. Et ça, c'est le cœur du système. Et d'ailleurs, bah, ton cerveau, il croit pas ce que tu dis, en fait. Ton cerveau, il croit ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'on le reprogramme. Il y a une phrase qui me vient en tête, si quelque chose te fait peur, surtout fais-le. Oui, alors, c'est soit ça, ouais, c'est amusant, ouais, c'est comme, j'aime beaucoup. C'est évidemment, en anglais, c'est fear, hein, false expectations appear real. Hein. C'est ça la vraie définition de la peur. Effectivement, la peur était probablement un très bon indice de quelque chose vers lequel on doit s'orienter précisément. Et ça, si on veut changer son identité, c'est très important. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase sur laquelle je rebondis souvent, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, d'ailleurs, ils l'ont fait ». Je l'adore aussi. Je crois que c'est de Mark Twain, mais il me semble. Mais ouais. Je sais plus. Ok, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'erreurs que des personnes conscientes de tout ce que tu nous enseignes aujourd'hui ou dans ton livre font, mais qui sont toujours bloquées? Il y a beaucoup de personnes qui sont au courant de tout ça, qui l'ont conscientisé, et pourtant, ça bloque encore. Très intéressant, c'est vraiment une bonne question, parce qu'il y a effectivement des gens qui sincèrement essayent réellement de basculer dans l'action. Mais en réalité, il y a une forme de consommation passive. C'est-à-dire qu'on lit, on comprend, on l'a dit tout à l'heure, on intellectualise très bien, mais on lit
mais on ne fait pas les exercices. On ne bascule pas dans les… Et d'ailleurs, le bouquin est truffé de fiches pratiques qui vont vous permettre réellement de pouvoir passer à l'action après chaque chapitre et de vous construire au fur et à mesure, et surtout avec beaucoup de bienveillance. Hein. Il ne s'agit pas de dire que les exos, on s'arrête au premier bien. Non, on va être imparfait. Et justement, c'est le deuxième sujet. C'est un, il y a la consommation passive, et deux, la capacité aussi à se dire je suis dans la perfection, je veux être perfectionniste. Et ça ne sert à rien. Voilà. Il faut bien comprendre qu'il faut laisser du temps au temps. Alors, pas forcément des années, hein, sinon c'est pas utile. Mais en réalité, il va falloir, et on sait d'ailleurs quand on prend une habitude, hein, on parlait de James Clear tout à l'heure et des Atomic Habits, c'est vraiment de se dire, si on met une habitude en place, on sait qu'il faut un certain temps. Alors, un certain nombre de concepts disent 21 jours d'habitude prise quotidiennement, ça suffit pour en faire une habitude durable. Je ne suis pas certain que ce soit 21 jours. Pour certaines, ça peut être 7 jours. Si vous décidez que vous allez faire du gainage pendant 5 minutes tous les matins, il n'y aura pas besoin d'attendre 21 jours pour que ça devienne une habitude. C'est vous qui le décidez. Mais si, par extraordinaire, une journée, vous n'avez pas fait votre gainage le matin, c'est pas grave. D'accord ? Ce qu'il faut éviter, c'est la reproduction de ce laxisme personnel. D'accord ? Mais en réalité, voilà, c'est ça le vrai bon sujet. C'est clairement de se dire, les habitudes, on les met en place par des actions. Ces actions, il faut les répéter, parce que la répétition, on dit souvent que la répétition est la mère de la pédagogie, mais elle est aussi la mère de la création d'habitudes. Oui, mais il faut aussi avoir aussi une tolérance envers soi-même, accepter qu'un matin, le lendemain de fête, on peut être dans une situation où on va pas faire les exercices, parce que ça peut être un signal de l'auto-saboteur. Si au bout du troisième jour, on se dit, ah non, ça fait 3 jours que j'ai pas fait les exos, ouais, c'est un peu embêtant, hein, voilà. Donc, dire en faisant des exercices et ne pas être perfectionniste, ça, c'est les deux chances de maximiser le succès. À quoi ça ressemble une vie intégrée? Oui, la vie intégrée. Alors, l'intégration, c'est une question d'alignement. Hein. On le comprend très vite. C'est un moment où on ne se ment plus à soi-même. C'est un moment où on peut effectivement, après avoir décidé de ce que l'on voulait être, et donc d'avoir décidé je suis ça maintenant, d'accord. Et c'est pas que des affirmations qu'on fait le matin dans sa glace en se lavant les dents. Hein. On se comprend parce que souvent on dit ça aussi. Hein. On fait des affirmations positives tous les matins, tous les soirs. Voilà. Mais c'est pareil. On peut toujours affirmer tout ce qu'on veut le matin. Si on a décidé qu'on était un papa bienveillant et puis qu'on allait être calme avec ses enfants, et puis que dès qu'on sort de sa salle de bain, le bol de céréales est renversé sur la table et qu'on pique une colère, on n'est pas dans le bon trend, hein, d'accord. Donc une vie intégrée, c'est évidemment l'inverse de ça. C'est de vivre pleinement ce que l'on a décidé d'être, c'est-à-dire qu'on est dans la sérénité, on ressent beaucoup moins de friction, on se construit des règles de vie, on ne force plus, on peut même être magnétique, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte, et c'est un des éléments fondamentaux du livre, pardon, c'est d'arriver à se dire, non seulement mon identité change, mais mon environnement va changer autour de moi. Je vais être plus magnétique, je vais être plus charismatique peut-être par rapport à ce que j'ai décidé d'être. Les gens vont complètement changer aussi de posture vis-à-vis de soi. Ça peut servir dans beaucoup de cas qui dépassent le sujet de cette conversation, mais on les imagine très bien, que ce soit dans la vie de couple, la vie professionnelle, etc. C'est quand même l'objectif final, c'est aussi de favoriser son environnement par rapport à la réalité de son quotidien. Donc évidemment, une vie intégrée, c'est ça, hein, c'est de passer de la lutte permanente au flux, en fait, et à la fluidité. Voilà. En parlant de fluidité, il y a quelque chose d'assez contre-intuitif, je trouve, en tout cas de prime abord, c'est que le contrôle fait clairement fruire le résultat. Et toutes les personnes contrôle fric, etc., on le voit bien, elles peinent beaucoup à mettre en place tout ce que tu viens de nous dire. Comment ça se fait? Pourquoi? Alors ça, c'est un truc qu'on aborde dans la dernière partie du livre, qui touche au lâcher-prise. Voilà. C'est qu'en réalité, tant qu'on est dans le contrôle, on est dans la conscience de lutte. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est important de comprendre qu'il y a deux choses différentes derrière tout ça. C'est le contrôle, il fait fuir le résultat. Parce que le contrôle, c'est l'énergie du manque. C'est toujours une forme de besoin désespéré.
on a véritablement envie de contrôler. C'est-à-dire que si on a mis tout ça en place, tout ce qu'on a évoqué depuis maintenant une demi-heure, si on a mis tout ça en place et que, en réalité, le contrôle est toujours présent, bah, quelque part, on fait encore de nouveau appel à notre auto-saboteur. Quelque part, on est encore dans l'ancienne programmation. Et cette énergie du manque entraîne de la contraction. Vous voyez, c'est un point fermé ne peut rien recevoir. Voilà, c'est un peu l'idée. Il faut vraiment à un moment ouvrir les vannes, ouvrir les valves, ouvrir les paumes des mains. Et l'univers, il répond à cette vibration finalement. C'est bien notre vibration. Et l'univers, c'est ce que j'appelais l'environnement tout à l'heure, mais c'est ce que dans d'autres manifestations d'ordre plus ésotérique, que tu connais bien d'ailleurs par ailleurs, en fait, un univers, il va pas répondre à ta liste de courses. Il va répondre à la façon dont toi, tu te comportes. Voilà. Si tu vibres le manque, tu vas recevoir le manque. Si tu vibres la sérénité, tu vas recevoir de la sérénité. Mais c'est parce qu'on a agi avant. D'accord, c'est pas parce qu'on a attendu benoîtement, en regardant le ciel et en se victimisant. Hein. C'est vraiment cet effet miroir constant, en fait, hein, que ce soit dans ce qu'on reçoit de l'extérieur, dans ce qu'on reçoit chez les personnes qui nous entourent. C'est assez impressionnant. On parle donc du coup de lâcher prise. Elle est où la limite entre lâcher prise et l'abandon? Vraiment, ça c'est extrêmement important parce que effectivement, là encore, on peut se retrouver avec un auto-saboteur qui nous dit ouais, mais si tu lâches prise, c'est que finalement tu crois pas trop, hein. Ton identité réelle, c'est pas ça, hein. Voilà. Et en réalité, ben non, ça n'a absolument rien à voir parce que c'est encore une fois une question d'état d'esprit. L'abandon, c'est le signe du désespoir. Le lâcher prise, c'est au contraire le signe de la confiance. Pour moi, la confiance et l'espérance, c'est tout l'opposé du désespoir et de ce qui tire les gens vers le bas. Si on dit je gère l'action et finalement par le lâcher prise, je laisse mon environnement décider du timing. Voilà. Alors ça, on retrouve ça avec le bouquin de Mel Robbins, par exemple, hein, la Let Them Theory, que peut-être tu as déjà entendu parler, et certainement des gens de ta communauté connaissent, parce que c'est une conférencière qui fait aujourd'hui le tour du monde. Et Mel Robbins, dans la Let Them Theory, dit à un moment, vous lâchez prise, vous laissez-les, voilà, laissez-les faire, puis laissez-moi faire. Voilà, il y a un peu les deux. Hein, c'est pas un problème en réalité. Moi, j'ai choisi mon identité, moi, je décide d'agir comme ça, et je sais que je me construis positivement. L'abandon, c'est totalement différent. C'est à un moment une forme de retour en arrière. Et ça, c'est très. Alors, il y a dans le livre d'ailleurs pas mal d'exemples entre l'abandon et le lâcher prise pour bien comprendre la nuance. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Lâcher prise, c'est pas dire ça marchera jamais, c'est dire je fais ma part et je fais confiance pour le reste. Ça, c'est totalement différent. Ça me fait penser à l'analogie, tu sais, du restaurant. Lorsque tu vas au restaurant et que tu commandes ton plat, tu n'y penses plus, tu attends que ça vienne, tu sais que ça arrive, tu as fait la bonne action, tu sais que ça vient. Exactement. C'est exactement ça. Très bonne analogie. Ouais. Le mode survie, on en parle beaucoup. J'ai l'impression que c'est vraiment, ou alors peut-être que c'est moi dans mon univers, mais que c'est un mot, une expression très à la mode, ce mode survie en ce moment. Pourquoi est-ce que, en fin de compte, ça bloque tout? Et déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par mode survie? Le mode survie, c'est effectivement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la contraction et les points fermés. Hein. C'est vraiment la notion de dire le mode survie, c'est que je suis toujours dans le contrôle en réalité. Et tant que je suis dans le contrôle, eh bien, ce mode survie, il est généré aussi par le cerveau. Hein. C'est du stress, c'est du déclenchement, la distribution de cortisol à travers tout le corps. Le cerveau créatif est complètement éteint, il se contracte, on descend du cortex préfrontal jusqu'au limbique en très très vite. Hein, voilà. Il y a aussi la notion de cohérence cardiaque, peut-être un peu après, mais qui va avec. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on sait qu'on est en mode survie. La réalité, c'est que le mode survie, c'est encore le mode lutte. Dire, la notion de survie, on l'entend bien, hein, vous imaginez, hein, que ce soit les tranchées en Première Guerre mondiale ou voilà, d'autres exemples qu'on peut avoir beaucoup plus proches de nous. Quand on est en mode survie, on ne peut pas être au top de ses capacités, de sa créativité. Donc, ça bloque réellement tout. On ne peut pas créer un nouveau futur quand on est dans le stress. On est en train de créer la chimie du passé, en fait. Et du coup, à l'inverse, le mode création.
Alors voilà, c'est ce que les livres opposent, bien sûr, hein. Comme tout à l'heure, on a opposé le contrôle et le lâcher-prise, eh bien, on va avoir la même chose. On va opposer la survie et la création. Je parlais de créativité à l'instant. Effectivement, dans le mode création, on va être aussi dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, très très à la mode aussi aujourd'hui, mais c'est pas une mauvaise mode, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait en train de pointer dans les neurosciences et qui se traduit dans pas mal d'ouvrages de développement personnel, dont celui-là. Le mode création, c'est avoir une cohérence cardiaque totale, c'est-à-dire qu'en réalité, on a une synchronisation du cœur et du cerveau. Parce que je disais tout à l'heure, le cœur, on vient de découvrir, il y a une dizaine d'années, on a commencé à découvrir que le cœur avait son propre réseau neuronal. C'est qu'on avait des neurones que dans le cerveau. Et en réalité, bon, depuis, on a aussi, il y a des axones hein, qui distribuent un certain nombre d'informations à travers tout le corps, mais il y a un axone particulier qui existe entre le cœur et le cerveau. Voilà, qu'on retrouve notamment au travers du nerf vague. Et il est très fréquent, évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, notre cœur se met en arythmie cardiaque parce qu'on est dans un stress? Ben c'est effectivement à cause de ça. Ça génère de l'émotion négative. Ça nous bloque totalement la créativité et la possibilité d'avoir un dialogue interne qui soit beaucoup plus ouvert. Et donc, cette cohérence cœur-cerveau, elle est extrêmement importante et c'est ça le mode création. Et c'est un signal un peu magnétique hein, parce que c'est finalement la notion de dire je veux ressentir avant d'avoir. Voilà. Et si je ressens une forme de sérénité et si je me remets dans la sérénité, je vais effectivement sans aucun problème, retomber dans une forme de gratitude. Voilà, être beaucoup plus zen et beaucoup plus serein, même dans des circonstances qui peuvent être violentes. D'ailleurs, je rappelle accessoirement un concept important, hein, c'est que tout événement est neutre par nature, c'est ce que l'on en fait qui nous le rend négatif ou positif. Voilà. Et c'est terrible de dire ça parce que en plus l'actualité récente nous bombarde de choses qui sont censées nous faire peur. Et en réalité, on peut avoir une position, voilà. D'ailleurs, quand on parlait de lâcher prise tout à l'heure, c'est l'histoire des cercles, hein, tout le cercle d'influence. Nous, on a un cercle d'influence. Faut aussi arrêter de vouloir changer ce qu'on ne pourra jamais changer. Hein. C'est important. Hein. Et il vaut mieux considérer que c'est des variables de son environnement et puis vivre avec tranquillement. Quoi. Voilà, c'est un peu pour. L'objectif, c'est ça. Donc, on passe du mode survie au mode création. C'est extrêmement important. François, merci pour toutes tes réponses qui nous ont énormément éclairés. Est-ce que tu veux bien nous dire pour qui est ce livre? Tu l'as écrit pour qui? Alors, il a été écrit pour ta communauté, hein, bien sûr, dans un premier temps. Non, plus sérieusement. Je pense que ce livre, c'est le fruit d'un aboutissement de 20 ans de métier que j'ai derrière moi, où j'ai pu vraiment observer un certain nombre de choses chez toutes sortes de gens, hein, pas spécialement des entrepreneurs, y compris dans des personnes qu'on peut accompagner à titre plus personnel dans la vie. On dit souvent que, voilà, moi, ce que j'ai pensé, c'est que je voulais m'adresser aux gens qui ont le frein à main serré, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont un super moteur, ils ont un super châssis, sans mauvais jeu de mots, évidemment, mais ils ont le frein à main serré, voilà. Et le desserrer, bah, c'est une action qui va consister à arrêter la lutte, d'accord, pour vraiment basculer dans la création. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que c'est nous qui avons le frein dans la main et c'est nous qui décidons. Voilà, c'est pas notre environnement, c'est pas le feu rouge qui est devant. Voilà, on a le pouvoir et le contrôle sur notre frein à main. Voilà, et ça, il faut y aller. J'aime que tu dises ça parce qu'on a toujours tendance à chercher à l'extérieur les solutions ou les sources de nos problèmes alors que tout vient de l'intérieur ou par de là. Exactement. Ça, tu es bien placé pour le savoir. Après la lecture de ton livre, qui devient-on? Bah, de toute façon, j'imagine une meilleure personne, hein, voilà, une meilleure personne pour soi-même, positivement aussi pour son environnement, hein, ça va de soi. Si on parle en termes d'identité, puisque tout le long du livre, on donne des exemples de qu'est-ce que ça veut dire une identité, comment on la définit et comment, voilà, c'est souvent avec des mots tout simples. Et moi, mon ambition, c'est que quelqu'un qui a lu ce livre bien devienne un créateur conscient. Voilà. Et parce qu'on est en mode création et en même temps, on a intégré au plus profond de son être et dans son identité le fait que c'est ce qu'on voulait devenir. C'est-à-dire que
on passe du statut de victime ou de simple acteur à la notion de l'auteur de sa propre histoire. Voilà. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui va être le signe de la réussite finalement après le livre? C'est on va plus jamais se dire mais pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est et on va se dire mais qu'est-ce que je choisis de créer par rapport à ça? Et ça, c'est un vrai changement fondamental de sa personnalité. Totalement. Une seule idée à retenir pour la fin de cette interview? Une seule idée, ben c'est compliqué parce que là, moi, écoutez, moi j'ai envie de dire à ton audience, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que vous avez le pouvoir de changer. Voilà. Ça ne changera jamais. Vous avez le pouvoir de changer. C'est très différent. Et finalement, votre passé, c'est pas votre futur. Et votre évolution, bah, elle commence maintenant, quoi. Merci François. C'était un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. J'espère t'accueillir bientôt pour d'autres thématiques, pourquoi pas de débat d'ailleurs, même sur la manifestation. Oui, absolument. Et on a d'ailleurs, pour l'instant, je suis sur l'écriture d'une espèce de tome 2, qui n'est pas tout à fait un tome 2 de celui-là, mais où en réalité, il y a pas mal de gens qui l'ont déjà lu, qui m'ont sollicité et qui m'ont dit, ouais, mais concrètement, comment on peut se faire un électrochoc pour vraiment basculer tout de suite dans l'action? Alors, comme je dis souvent, d'abord, ça va se faire sur un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des rituels. Donc là, je suis en train d'écrire un rituel 24 heures qui permet de temps en temps de se faire un full reset. Donc, peut-être que tu auras l'occasion de pouvoir… Ouais, ça va être intéressant. Et puis je pense que j'aurai déjà quelqu'un qui pourra me préfacer le livre, donc c'est parfait. Mais tu essaieras avant quand même. Voilà. Bah oui, je suis preneuse pour essayer avant quand même. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup François. Merci Mathilde. À bientôt. À bientôt.